La biodiversité représente le tissu vivant de notre planète, essentiel pour maintenir l'équilibre des écosystèmes et soutenir la vie telle que nous la connaissons. À la base même de notre existence, elle fournit des services essentiels tels que la pollinisation des cultures, la purification de l'air et de l'eau et la régulation du climat. Aujourd'hui, ces contributions sont menacées par les pressions anthropiques et notamment le changement climatique qui perturbe les régimes stationnaires de la nature et des humains et altère la diversité biologique qui nous entoure. Une situation d'autant plus problématique que cette biodiversité est nécessaire à l'adaptation à la crise climatique qui s'accélère. Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Il s'inscrit dans le cadre du cycle national de formation 2024 qui a pour titre « Agir sur la transition écologique, responsabilités, obstacles et leviers ». Après une série consécutive de 3 cycles consacrés à l'analyse des transitions auxquelles nous faisons face, le Conseil scientifique de l'IHEST a choisi de consacrer cette année son cycle de formation à l'action, considérant que l'urgence est à la prise de responsabilité. Dans la première session, Denis Couvet, écologue, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et chercheur au Muséum d'histoire naturelle, est venu parler aux auditeurs de la place de la biodiversité dans la transition écologique. Le concept de biodiversité est apparu en 1988, enrichissant les enjeux de la conservation de la nature. Sa définition englobe la diversité génétique, spécifique et écosystémique et le fonctionnement des écosystèmes. Denis Couvet précise que les enjeux de la biodiversité sont multiples et plus complexes que les enjeux liés au climat. Sur les enjeux climat, on a une unité pour les sciences et techniques qui est la tonne de gaz à effet de serre. L'unité est bien fixée. Pour la biodiversité, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de gènes? Est-ce qu'on parle d'espèces? Est-ce qu'on parle d'écosystèmes? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est les écosystèmes urbains, agricoles, naturels? Les sciences n'ont pas forcément des choses très claires à dire par rapport à ça. Lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, les Nations Unies signent la Convention sur la biodiversité biologique, engageant 196 États à conserver, utiliser durablement et partager équitablement les éléments et avantages de la biodiversité biologique. Cela concerne tant les écosystèmes que leur fonctionnement. Mais comme toutes les conventions, elle n'est pas contraignante. Il faut par ailleurs attendre encore 20 ans pour que l'expertise scientifique internationale sur la biodiversité s'organise à travers la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES, créée en 2012. L'objectif de ce GIEC de la biodiversité est d'apporter un éclairage scientifique qui soit politiquement compréhensible en s'appuyant davantage sur les expériences locales. Sur la biodiversité, évidemment que les sciences ont beaucoup de savoir, les techniques aussi, mais par ailleurs, il existe des savoirs vernaculaires ou des savoirs d'expérience, que ce soit le domaine de la sphère de l'agriculture, de la chasse, de la cueillette. Il y a tout un ensemble de savoirs qui existent sur la biodiversité. La FNSEA a l'habitude de dire qu'ils sont effectivement des experts de la biodiversité, ce qui est loin d'être totalement faux. Et puis, vous avez aussi le savoir des peuples autochtones. Donc ça, c'est un peu plus original. Ce que le constate en fait en 1992, c'est que lorsqu'on regarde les points chauds de biodiversité à l'échelle de la planète, eh bien souvent, ce sont des territoires où on trouve des peuples autochtones. Donc derrière la préservation de ces points chauds, il y a aussi les droits des peuples autochtones qui émergent, et notamment au Brésil. La biodiversité peut être mesurée selon différentes unités comme le nombre d'espèces ou la biomasse. Et cela change tout, car l'importance relative des différents groupes varie selon l'unité de mesure utilisée. Par exemple, bien que les animaux représentent la moitié des espèces présentes sur Terre, les plantes dominent en termes de biomasse. Et Denis Couvet souligne que les enjeux de biodiversité ne sauraient se résumer aux espèces menacées. Quand le gouvernement français, pour expliquer la biodiversité, commence à dire 80% de la biodiversité, c'est dans les territoires d'outre-mer, je trouve que c'est un très mauvais message et c'est un euphémisme. Parce que, en fait, ce que veut dire le gouvernement français, c'est que 80% des espèces mondialement menacées se trouvent dans l'outre-mer. Mais par ailleurs, les enjeux de biodiversité, notamment de fonctionnement des écosystèmes, ils se trouvent d'abord en France métropolitaine. Et donc là, c'est peut-être égarer un peu le public. L'écologue rappelle que la biodiversité est partout, y compris dans une parcelle d'agriculture intensive. D'ailleurs, le sujet qui mobilise actuellement le plus facilement des fonds de recherche concerne la biodiversité dans la ville. Actuellement, 2 millions d'espèces sont documentées, mais on estime qu'il y aurait sur Terre 10 millions d'espèces. Alors comment on fait pour savoir qu'il y a 10 millions d'espèces? Il suffit d'aller sur 1 mètre carré au plein milieu de la forêt amazonienne où la diversité a été mal décrite. Vous comptez systématiquement le nombre de nouvelles espèces que vous découvrez et à partir de là, vous extrapolez sur l'ensemble des régions du monde qui ont été mal décrites.
C'est comme cela que l'on sait actuellement qu'il y aura à peu près 10 millions d'espèces. 10 millions d'espèces dont la moitié seraient des animaux. En tant qu'humains et mammifères, nous appartenons au groupe des chordés qui comprend l'ensemble des vertébrés. Un groupe qui ne pèse pas bien lourd en nombre d'espèces par rapport aux mollusques, plantes ou encore crustacés présents sur notre planète. Cette diversité biologique est menacée par le changement climatique. On estime qu'1 million d'espèces pourraient disparaître d'ici 2100 et Denis Couvet confirme que cela concerne autant les espèces connues que celles qu'il nous reste à découvrir. L'objectif 15 de développement durable de l'ONU insiste sur la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres, en veillant notamment à mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Plusieurs indicateurs permettent de le surveiller, comme l'indicateur Population d'oiseaux communs spécialistes, qui mesure l'abondance de ces mêmes oiseaux. Un indicateur régulièrement cité dans les médias qui montre un effondrement des oiseaux à l'échelle de l'Europe, qui a perdu 500 millions d'oiseaux depuis 30 ans, un chiffre qu'il importe toutefois de contextualiser. Lorsqu'on parle d'effondrement des oiseaux, on parle en termes de nombre d'individus. Ce sont les individus qui sont comptés. Donc quand on dit qu'on a perdu 25% des effectifs en 30 ans à l'échelle de l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a 500 millions d'oiseaux en moins. Il y avait 2 milliards d'oiseaux, il n'y en a plus que 1,5 milliard à l'échelle de l'Europe. Ce n'est pas forcément des oiseaux qui sont morts, c'est simplement des oiseaux qui se sont moins bien reproduits. On pense notamment que l'effondrement des insectes, les insectes sont une nourriture critique au moment de la naissance des oisillons et sans doute que effectivement la raréfaction des insectes est une des causes de la plus faible fécondité des oiseaux. Il faut absolument préserver les interactions entre les espèces et leur diversité pour permettre une utilisation durable de la biodiversité. L'IPBES cite les contributions de la nature pour parler des différents services que nous rendent les écosystèmes, considérant qu'il y a des contributions matérielles, régulatrices et immatérielles. C'est un changement assez fondamental en fait dans la conception des relations société-biodiversité. C'est de considérer dans la préservation de la biodiversité, ce qui est fondamental pour les sociétés humaines, c'est non seulement effectivement la durabilité de l'utilisation des ressources naturelles, mais aussi c'est la durabilité du fonctionnement des écosystèmes. Il y a un service écosystémique que maintenant tout le monde connaît bien, c'est la pollinisation. C'est l'exemple typique, une fonction écologique dont il s'agit d'assurer la durabilité. Mais il y a aussi la régulation de la qualité de l'air, la régulation du climat. Régulation globale, c'est le stockage du carbone. La régulation locale, c'est la régulation de la température et de l'hygrométrie locale. Oui, par exemple, les haies en paysage agricole ont un rôle justement de régulation locale du climat. Régulation de l'acidification des océans, de la qualité des eaux douces, la fertilité des sols. Vous avez l'atténuation des aléas environnementaux, l'atténuation notamment des crues à travers les zones humides qui sont en amont des villes. Et puis, vous avez le contrôle biologique, c'est-à-dire notamment un enjeu éventuellement de remplacement des pesticides par tout un ensemble d'espèces qui contrôleraient les ravageurs des cultures. C'est un enjeu fondamental en agriculture. Ensuite, vous avez les contributions matérielles que connaissent bien les agronomes depuis 3 siècles, l'énergie, le bois notamment, l'alimentation évidemment, les biomatériaux et puis les ressources médicinales, génétiques, biochimiques. Et après, vous avez aussi ce qu'on appelle les contributions immatérielles, donc la qualité des paysages, l'esthétique. Plus on a de biodiversité, plus on aura la possibilité de choisir entre différentes politiques publiques. Dans son rapport spécial de 2019, l'IPBES a dressé un bilan de l'état de ces différentes contributions. Il confirme que si les contributions matérielles de la nature progressent, notamment grâce à une agriculture de plus en plus performante à l'échelle mondiale, les contributions régulatrices, elles, sont pour l'essentiel en déclin. Mais cette dynamique divergente n'est pas viable selon l'écologue, car à terme, le maintien des contributions matérielles ne pourra se faire si la nature ne joue plus son rôle de régulateur. Denis Couvet cite l'exemple des zones humides. Les zones humides au XXe siècle et au XIXe siècle, c'est considéré comme des zones sans intérêt économique. Donc les agronomes ont des primes pour drainer les zones humides, de manière à les rendre propres à l'agriculture et puis éventuellement à éliminer les pestilescences, les sources de moustiques notamment, sources de malaria. Et au XXIe siècle, lorsqu'on prend en compte les contributions régulatrices, donc les économistes commencent à évaluer quelle peut être la contribution des zones humides à la régulation du climat. Les zones humides stockent énormément de carbone, elles peuvent stocker les nitrates, les fertilisants de synthèse et les pesticides de synthèse qui sont en excès. Elles peuvent réguler les flux hydriques, donc éviter les crues. Donc ils commencent à faire une évaluation de la valeur économique des zones humides et ils constatent que, en tout cas, dans les pays de l'OCDE où la production agricole est excédentaire, leur estimation, c'est qu'1 hectare de zone humide, la contribution au bien-être général, elle est 10 fois supérieure à 1 hectare de zone agricole. Donc, du point de vue d'intérêt général, ça devient un non-sens économique de drainer ces zones humides.
L'enjeu est aujourd'hui de concilier l'intérêt général avec celui des différentes parties prenantes, dont les agriculteurs. Selon Denis Couvet, cela passe nécessairement par un changement de paradigme, moins valoriser la quantité produite et plus la qualité de la production agricole et sa durabilité. Il est crucial de trouver un modèle économique solide selon cette logique, une nécessité pour soutenir l'agroécologie. L'ONU préconise des politiques systémiques pour stopper le déclin de la biodiversité, restaurer les écosystèmes et limiter les pressions directes qui pèsent sur elles, comme la surexploitation des sols, la pollution ou encore l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, comme par exemple le frelon asiatique qui menace les abeilles. Il faut aller encore plus loin et agir sur les forces motrices qui sous-tendent nos sociétés. Cela implique une réorganisation fondamentale et systémique des facteurs économiques, sociaux et technologiques pour réellement faire face aux défis liés à la biodiversité. Tant que le système économique et financier va reconnaître le monde agricole à travers une production supplémentaire, on retombe sur plein d'effets pervers. Vous aurez une technologie verte, cette technologie verte, entre guillemets, elle sera utilisée pour produire plus. Elle ne sera pas verte, en fait, au bout du compte. Et c'est là que la mobilisation du système financier, notamment à travers les certificats, les crédits biodiversité, est fondamentale. C'est-à-dire aussi, il faut que le monde financier soit aussi un modèle incitatif, notamment pour le monde agricole, de manière à produire mieux et non pas produire plus. Et puis là, transiter vers des styles de vie plus sobres. La sobriété énergétique et la sobriété alimentaire, elle est fondamentale. Et sans sobriété alimentaire et énergétique, si jamais les consommateurs et les consommatrices veulent toujours consommer plus d'énergie et d'alimentation, le système économique et financier, il se trouvera en porte-à-faux. Donc là, on a une complémentarité entre le style de vie, le modèle économique et financier et la réduction des pressions sur la biodiversité. Pour s'adapter au changement climatique, il est impératif de préserver les espaces naturels afin qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle de régulateur du climat. En agriculture, tout comme dans l'agroforesterie, il faut donc une diversification accrue des cultures et des essences forestières, échapper à la monoculture qui, bien qu'assurant parfois un meilleur rendement, est fragile face aux aléas. Ainsi, Denis Couvet se montre très critique à l'égard des OGM actuels qui contribuent selon lui à cette fragilisation des écosystèmes en se déployant certes sur 200 millions d'hectares, mais essentiellement chez 3 espèces seulement, le soja, le maïs et le coton. Les écologues et les naturalistes veulent valoriser le concept de solutions fondées sur la nature. Cela concerne les actions qui s'appuient sur les écosystèmes pour relever les défis posés par les changements globaux de nos sociétés, tels que la lutte contre le changement climatique, la gestion des risques naturels, la santé, la sécurité alimentaire ou encore l'approvisionnement en eau. L'idée, c'est que lorsqu'on réfléchit au développement de nouvelles techniques, réfléchir à est-ce que dans la nature, dans la biodiversité sauvage notamment, est-ce qu'on n'a pas des solutions ? Donc plutôt que de penser systématiquement, par exemple, à la chimie de synthèse, réfléchir à dans quelle mesure les êtres vivants, typiquement, vous voyez, pour la fertilité des sols, penser aux mycorhizes pour améliorer l'alimentation minérale des plantes. Donc là, il y a des potentialités assez importantes, donc atténuation du changement climatique à travers le stockage de carbone par des forêts biodiverses. L'agroécologie, c'est une solution fondée sur la nature. Les zones humides, les toitures végétales en ville, de manière à assurer une climatisation. Il y a à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre qui pourraient être stockées avec une meilleure gestion des écosystèmes. Le concept d'intégrité des écosystèmes a émergé à l'occasion de la COP15 et vise à ne plus se concentrer uniquement sur la protection des espèces, mais bien sur la préservation des écosystèmes dans toute la diversité de leur composition, structure et fonctions écologiques. Bien que les enjeux ne soient pas les mêmes entre les pays du Nord et les pays du Sud, la nécessité de préserver la biodiversité est aujourd'hui partagée par l'ensemble du monde. Depuis 2018, la Chine a instauré la civilisation écologique, effet d'annonce ou réel engagement. Denis Couvet affirme aux auditeurs de l'IHEST que des changements concrets sont bien en cours, malgré quelques contradictions. La Chine est numéro 1 sur le déploiement du solaire, c'est eux qui déploient le plus en termes quantitatifs. Mais je crois qu'ils sont numéro 1 sur aussi le déploiement des centrales à charbon. Donc au passage, on voit un peu la contradiction. Il y a un investissement très lourd dans les énergies renouvelables, dans le solaire et l'éolien. Vous savez sans doute que l'industrie chinoise actuellement est très compétitive. Donc ils ont développé, ils ont mis énormément d'investissements. Ils sont aussi très forts dans la restauration des écosystèmes. Ne serait-ce que parce que le désert est à 50 km de Pékin et que les tempêtes de sable, elles arrivent souvent à Pékin. Donc en l'occurrence, l'arrêt de la désertification, c'est un enjeu fondamental. Et ce que constate le Parti communiste chinois, c'est que les sujets écologiques, c'est un sujet de désordre et de controverse et de mobilisation des citoyens. C'est-à-dire que qualité de l'air qui est très mauvaise, en l'occurrence dans les villes chinoises, ça mobilise les citoyens et les citoyennes. Et donc le gouvernement met beaucoup de moyens. Et je crois que la qualité de l'air à Pékin, dans les 10 dernières années, s'est beaucoup améliorée.
Pour Denis Couvet, la société civile a un rôle fondamental d'aiguillon à jouer à travers le monde pour mettre la pression sur les gouvernements, mais aussi sur le monde économique et financier. Le président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité insiste sur la nécessité de mettre en œuvre des politiques de sobriété sans lesquelles la transition vers un modèle économique et technologique plus durable ne pourra pas se concrétiser. Dans ce contexte, une expertise scientifique objective sur les moyens de parvenir à cette sobriété et sur le rôle des différentes parties prenantes aura un rôle crucial à jouer. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts de l'IHEST sur la chaîne de l'Institut et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt!